Bonjour à tous, bienvenue dans le QG, l'émission politique de Télé Grenoble. 45 minutes chaque semaine en tête-à-tête avec un élu du territoire. Aujourd'hui, je reçois Émilie Chalas. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes la présidente en Isère du parti Renaissance d'Emmanuel Macron, conseillère municipale de Grenoble, conseillère métropolitaine également. Vous avez également été députée pendant 5 ans de la première circonscription de l'Isère. La troisième. La troisième, pardon. Et la première, c'est l'autre partie de Grenoble. La troisième, faites bien de me préciser, qu'englobe quand même une partie de la ville, battue il y a tout juste un an, c'était le 19 juin. Je ne sais pas si on fête ce type d'anniversaire par Elisa Martin, qui était la candidate de la France insoumise, après une campagne musclée, on peut le dire, entre vous deux. Du jour au lendemain, on quitte ses fonctions. Alors, c'est la loi de la politique, mais j'imagine que ce n'est pas facile à vivre. Comment vous avez vécu, vous, cette défaite ? Alors d'abord, la réalité, c'est que fondamentalement, par rapport à la sociologie électorale de la troisième circonscription de l'Isère, on savait que ça allait être difficile. Vous savez, on peut objectiver quand même une certaine situation politique. À perdre et à quitter son... Alors pas à perdre, mais à une campagne difficile et à un électorat qu'il fallait encore convaincre. Des élections législatives, c'est pas le mérite ou le bilan d'une personne ou de moi, Émilie. C'est un enjeu national et pour le coup, la NUPES et Jean-Luc Mélenchon ont plutôt bien joué leur coup sur les législatives et on a bien senti que ça allait être quand même compliqué. Donc, ce n'était pas une grande surprise. Ensuite, effectivement, on est déçus de perdre. Ça, c'est une réalité parce que j'aurais vraiment voulu continuer mon travail à l'Assemblée, mais aussi sur le terrain, avec les Grenoblois, mais pas que. La troisième circonscription de l'Isère, c'est aussi une partie de Fontaine, Sassenage, Noyaret, Verré-Voroise. Et je crois que je faisais plutôt le boulot modestement, mais en tout cas, les contacts que j'avais étaient plutôt satisfaisants. Donc voilà, après c'est la réalité de la vie politique. Et j'ai envie de dire, en fait, je vais très bien. Et le rebond a été assez facile. J'ai pas eu de trou noir ou de semaine de désespoir. Non, parce que perdre fait partie de la vie politique. Et puis, ce n'est pas une perte à titre personnel, individuel, avec une remise en cause profonde. On a fait une très belle campagne, on s'est battu sur tous les arguments, sur notre bilan, sur notre projet. Bon, le résultat est ainsi. Et puis, moi, j'ai deux autres piliers dans ma vie, parce que la politique ne résume pas ma vie. Il y a ma famille qui est solide, qui s'est agrandie d'ailleurs pendant ce mandat. Je me suis mariée, donc comme quoi on peut aussi avoir une vie personnelle quand on fait de la politique et dans un mandat intense. Donc une famille solide et très présente, et puis en fait un métier en dehors de la politique. Et c'est ce que je dis souvent aux jeunes qui s'engagent en politique. Ayez un métier pour être indépendant, comme ça quand vous faites de la politique, vous êtes libre. Libre de ce que vous voulez porter, ce que vous ne voulez pas porter, et puis libre au moment où il y a un échec. Et on ne se met pas en position de clientélisme ou de devoir absolument avoir un mandat, sinon on n'a plus rien pour manger à la fin du mois. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Et moi, j'avais un métier que j'exerçais pendant 20 ans avant d'entrer en politique en 2017. Je suis urbaniste. J'ai travaillé dans une mairie et donc à la sortie du mandat, j'ai réfléchi et d'ailleurs j'avais été contactée pour tout vous dire avant même la fin du mandat par les réseaux qui m'ont dit voilà, on te souhaite évidemment de gagner en toute amitié, mais si tu perds, nous on est intéressés pour bosser avec toi. Ce qui est plutôt chouette et rassurant parce que tout ne se limite pas à la politique, tout le monde ne pense pas que les politiques sont des salauds qui ne font que ça dans la vie, donc c'était plutôt chouette et effectivement dès le 15 septembre j'ai pu reprendre un travail chez Carbone. Carbone, qui est donc une start-up, c'est ça Voilà, alors c'est une start-up qui n'a de start-up que la jeunesse, puisque c'est une entreprise qui a été créée tout début 2022 et qui a pour ambition de produire des panneaux solaires made in France, en France, bien sûr, donc, pour le marché européen, avec l'ambition d'une gigafactory. Alors, on a déjà vu avec Vercors à Dunkerque, et bien nous, ce sera une gigafactory de panneaux solaires à Fos-sur-Mer. Et donc, j'ai accompagné, et je continue d'accompagner Carbone sur 3 sujets. La recherche foncière, donc, voilà, on a trouvé, donc, premier objectif atteint, on s'installe à Fos-sur-Mer. Et ensuite, sur les autorisations administratives, permis de construire, loi sur l'eau, etc., concertation, c'est encore une fois mon métier. Et puis, sur un 3e volet qui va commencer sur les enjeux de recrutement et de formation. Sur ces domaines, notamment de négociation avec les administrations, le fait d'être une ancienne députée, d'avoir un carnet d'adresses, ça peut aider sur ce type d'activité ? En fait, ce qui aide surtout, alors évidemment, lorsque on va discuter avec le gouvernement ou la Commission européenne, on les connaît. Voilà, on se connaît, on se reconnaît, on se fait confiance mutuellement. Donc ça facilite d'un certain point de vue. Mais le plus surtout vis-à-vis de Carbone, c'est ma connaissance acerbe du fonctionnement des collectivités
d'une part, et des autorisations administratives d'autre part. C'était encore une fois mon métier pendant 20 ans. Donc c'est, j'aurais dit, une double casquette très intéressante pour des projets comme Carbone qui ont du sens et qui sont porteurs d'avenir. Bon, alors, vous avez toujours un pied dans la politique, puisque je le précisais, oui. Vous êtes élu à la ville de Grenoble et vous siégez également à la métro. J'imagine que vous avez toujours un œil aussi vers vos anciens collègues députés qui sont restés à l'Assemblée nationale et qui sortent d'une période, on peut dire, un peu mouvementée, un peu compliquée, hein, avec la réforme des retraites qui a poussé des millions de Français dans la rue ces derniers mois. Il y en a eu à Grenoble comme dans beaucoup de villes en France. Finalement, vous avez peut-être été contente de ne pas siéger à l'Assemblée nationale pendant cette période et de devoir vous positionner sur une réforme qui était très clivante? Alors autant je vais bien et je suis très contente de ma nouvelle vie et je rebondis très facilement et très heureuse de poursuivre mon chemin, mais je ne vais pas vous raconter d'histoire, j'aurais préféré y être. Le débat, la bataille des mots, les échanges ne m'ont jamais fait peur. Je pense que vous l'avez constaté pendant tout mon mandat de député et notamment pendant la campagne des municipales à Grenoble en 2020. C'est quelque chose que j'arrive à porter et que j'aime faire, essayer de convaincre, apporter des arguments et puis être à l'écoute aussi, parce qu'on est quand même dans un pays, et la réforme des retraites en est quand même l'emblème et le symptôme, un pays dans lequel il manque vraiment la politique du compromis. C'est-à-dire la capacité à écouter, à s'écouter, à trouver des alternatives et encore une fois des chemins de compromis. Et ça, en France, on voit bien qu'on est encore dans une crispation des camps. Et c'est un regret de ne pas avoir su dépasser, toujours pas en tout cas, ces phénomènes de clans politiques. Parce que vous faites partie de l'aile gauche hein, du parti, oui. Du mouvement d'Emmanuel Macron. Certains membres de ce mouvement, comme Barbara Pompili, avaient clairement annoncé pendant cette réforme qu'elle ne souhaitait pas la voter. Ça aurait été votre cas également de voter en touche ? Moi, je l'aurais voté. Vous l'auriez voté ? Oui, je l'aurais voté parce que il faut, je crois, pas tomber dans le piège que la NUPES tend sur ce dossier. En réalité, partout en Europe et partout dans le monde, dans les pays développés, tout le monde bosse plus que nous. Les Français. C'est une réalité probante. Donc se dire que pour ceux qui peuvent, qui en ont les moyens, qui évidemment ne sont pas dans des métiers pénibles ou des carrières longues, que l'on travaille 2 ans de plus, que ce soit vous, moi ou quelques-uns des cadres, voilà, ça ne posera pas de difficultés majeures. Après, les sujets de discussion, et peut-être que j'aurais porté des amendements en ce sens de façon plus constructive que ne l'a fait Élisa Martin, parce que d'abord, j'aurais été dans la majorité. Et puis, pour moi, c'est vraiment un enjeu, ce compromis, et de trouver des pistes de dialogue et d'aller accompagner cette réforme pour justement ceux pour qui ça aurait été une grande difficulté en fin de carrière. Donc je crois qu'il faut continuer à discuter, à débattre, à convaincre. Pendant mon mandat de député, j'ai pu convaincre la majorité et le gouvernement de dispositions législatives sur lesquelles ils n'étaient pas forcément d'accord. Je pense à la prime de précarité dans la fonction publique. Je peux vous garantir que c'était un sacré combat. Là, la HATVP, la Haute Autorité de la Transparence pour la vie publique, et le fait de la fusionner entre la commission de déontologie des fonctionnaires et celle des élus, eh bien, de faire une seule entité sur l'enjeu de la transparence et des conflits d'intérêts. Voilà. Ça, c'est des choses qu'on a portées et où on a su convaincre le gouvernement. Donc, on peut avoir cette culture de l'écoute, du compromis, du rapport de force, qui est aussi essentiel en politique. Il faut avoir le goût du rapport de force, mais pas le goût de l'obstination et de l'entêtement, parce que sinon il n'y a plus de dialogue. Et la démocratie est une méthode. C'est Pierre-Henri Taveillot qui disait que la démocratie est une méthode, il faut savoir tendre l'oreille, écouter et admettre qu'on n'est pas seul au monde et qu'on n'a pas un droit de veto individuel. Et c'est ça qu'exerce la NUPES, en disant non, on ne veut pas ceci, cela, mais enfin... Alors, on est dans une culture, une méthode de compromis. C'est ça la démocratie. Ils n'étaient pas les seuls, en tout cas, à être opposés sur le fond à cette réforme, même sur la philosophie. Et certains macronistes de gauche aussi étaient mal à l'aise avec le fait que ce soit plutôt les classes les plus fragiles à qui on demandait l'effort le plus important et que finalement, il y avait peut-être de l'argent à aller chercher ailleurs, chez les grandes fortunes, chez les grandes entreprises. Alors là, vous reprenez un argument typique de la NUPES. Voilà, c'est pour ça que je vous le donne. Mais bien sûr, si vous voulez, on est dans une caricature. Mais c'est un argument qui s'entend aujourd'hui. Quand on voit que ces grandes fortunes ont augmenté pendant la période d'Emmanuel Macron. Je vais vous donner un exemple très précis. Par exemple, la NUPES, leur ennemi identifié, leur bouc émissaire, ce sont les riches et ceux qui réussissent. Au Front National, Rassemblement National, ce sont les étrangers. Bon, ils ont chacun leur cible, mais en même temps, la méthode et la démarche et le discours est un peu le même. Vous me parlez de la dette. Et justement, c'est très important parce que ça a fait l'objet de discussions nombreuses sur cette question des retraites.
Aujourd'hui, la dette française est considérable. La NUPES dit il suffit d'effacer l'ardoise. Vraiment, hein, Jean-Luc Mélenchon tient ce discours-là. Mais qui est propriétaire de cette dette aujourd'hui? La moitié de la dette de la France est détenue par les Français eux-mêmes sur leur livret A. Donc si on supprime la dette, telle que l'indique la NUPES comme ça, de façon un peu populiste, démago, on supprime la dette. Ça veut dire que pour la moitié de cette dette, on va supprimer les livrets A économisés par les Français pour financer les études de leurs enfants, acheter une maison, acheter une nouvelle voiture, que sais-je, prévoir des vacances sur les livrets A. Ça veut dire quoi? Que les livrets A, on les remet à zéro pour tous ceux qui ont économisé tout au long de leur vie? C'est 50% de la dette. Donc vous voyez, il y a une espèce d'absurdité, de contre-vérité et un déni de réalité sur le fait que quand on est endetté, on doit rembourser. C'est un exemple typique. Donc, aller dire qu'il faut aller piquer, annuler la dette, prendre l'argent aux riches, etc., tout ça est d'une démagogie folle. On ne peut pas avoir des réponses simplistes face à une situation complexe. Donc, il faut trouver des compromis, trouver des équilibres, et c'est ce qu'a fait Emmanuel Macron et qu'il continuera à faire. Alors, j'entends votre argument par rapport à la dette. J'ai un chiffre sur le rapport d'Oxfam de mars 2020 à octobre 2021. Les richesses des grandes fortunes françaises ont bondi de 86%, soit 236 milliards de plus. Il en fallait quelques dizaines pour le système des retraites. Là, on peut comprendre que certaines personnalités de gauche trouvent ça choquant d'aller chercher l'argent ailleurs que dans ses réserves. Oui, mais rappelez-vous, sous le mandat de François Hollande, quand il était président, mon ennemi, c'est la finance, on va taxer les riches à 40%. Vous savez, tout ce discours-là, qu'il n'a pas fait. Il y avait l'ISF à l'époque. Oui, mais pourquoi il ne l'a pas fait? Parce qu'en fait, il y a un équilibre à avoir sur le territoire européen et l'échelle européenne est fondamentale. C'est-à-dire que la France n'est pas isolée par rapport au reste du monde. Un des dénis aussi très puissants chez NUPES ou au RN, c'est ce déni de réalité. La France est endettée, il faut rembourser. Nous vivons dans un monde qui est mondialisé où les échelles en fait, des gestions de finances ne sont pas à l'échelle de la France. Donc, nous œuvrons à l'échelle européenne et rappelez-vous, le minimum fiscal sur les entreprises de 15%, c'est bien Emmanuel Macron qui l'a défendu à l'échelle européenne. Toute cette taxation aussi aux frontières carbone pour protéger le marché européen, c'est bien la France qui l'a porté aussi à l'Europe. Donc tout ça sont des avancées fondamentales pour répartir mieux les richesses et mieux redistribuer parce que oui, c'est un sujet. On avance. Est-ce que c'est bien? Non, ça n'est pas satisfaisant en l'état, mais on avance. Et encore une fois, faire croire de façon simpliste qu'il suffirait de taxer les riches ou de renvoyer les étrangers chez eux solutionnerait toutes les difficultés de la France, pour moi, c'est une aberration. Et je suis toujours triste que certains Français y croient. L'ISF, puisque je l'abordais, ce n'est pas l'Europe qui nous empêche de le remettre. Il y a eu des études suite à la suppression en 2017 qui ont montré que finalement le ruissellement prévu par Emmanuel Macron n'avait pas eu lieu. Peut-être que stratégiquement, ça aurait été symbolique de remettre cet impôt quand on va aussi taper dans les classes les moins favorisées. Alors attention, parce que l'ISF a été transformé en impôt sur l'immobilier. Donc on n'a perdu que la moitié des recettes de l'ISF. Et en parallèle de cela, il y a eu des investissements majeurs dans les entreprises et la réindustrialisation de la France. Et typiquement, si aujourd'hui le chômage est au plus bas, puisque personne ne parle plus ou ne s'inquiète plus du chômage, parce que nous avons réussi ce pari, que d'autres avant nous ont tenté pendant plusieurs mandats, et même François Hollande, notre objectif, c'est la baisse du chômage, il n'y est pas arrivé. Eh bien nous, grâce à la suppression d'une partie de l'ISF, mais encore une fois, pas entièrement, on a permis la réinjection de milliards dans l'économie française, avec une dynamique qui n'a pas flanché avec le Covid, qui ne flanche pas avec l'inflation aujourd'hui, et qui en plus a continué à créer de l'emploi. Donc on peut reprocher plein de choses sur la suppression de l'ISF, il n'empêche que les résultats sont là. Le pays est solide et l'économie tient. Et en l'occurrence, les investissements, je le redis, n'ont jamais été aussi forts, et Carbone en bénéficie aussi dans une dynamique de réindustrialisation. Donc c'est fondamental pour nous. En tout cas, bon, ce sont des arguments qui n'ont pas forcément fait écho, convaincu une partie importante de la population, mais vous êtes là pour ça, pour défendre vos idées. Est-ce qu'en démocratie, le peuple a toujours raison, Émilie Chalas? C'est une question compliquée, presque philosophique, parce qu'on peut répondre par oui ou par non. La simplicité et le populisme voudraient dire, par définition du populisme, oui, le peuple a toujours raison. Le peuple a le pouvoir de s'exprimer et de donner mandat. Ce qu'il a fait pendant de nombreuses semaines. Exactement. Et ensuite, il peut avoir des désaccords avec les décisions qui sont prises. Mais je tiens à rappeler quand même que cette réforme des retraites, puisqu'on parle de ça avant de parler d'autre chose, était inscrite au programme d'Emmanuel Macron. Donc,
on n'a pas été pris par surprise, ni les uns ni les autres. D'ailleurs, il avait indiqué dans son programme un âge de 65 ans et finalement, ça a été 64 ans. Donc, voilà, je crois qu'il ne faut pas non plus se tromper. Lorsqu'il y a des manifestations, ça ne représente pas tous les Français. Et puis, il y a eu des sondages derrière où on avait quand même trois quarts des Français. Mais, si vous voulez, si je vous demande, est-ce que tu serais d'accord pour travailler 2 ans de plus avant de partir à la retraite ? Forcément, et moi la première, je dirais, si on peut éviter, ce serait quand même mieux, donc non. Donc, si vous voulez, évidemment que personne n'a envie, mais c'est un effort collectif que nous devons faire pour garder notre niveau de service public avec tous les défis qui nous attendent. Les défis de la lutte contre le réchauffement climatique, le défi de l'hôpital. Enfin, on en a tellement parlé depuis, et même avant le Covid, sur l'enjeu de l'hôpital public et du service public, sur l'enjeu des écoles, sur l'enjeu de l'université, sur l'enjeu... Vraiment, il y a tellement de choses à financer demain en termes de service public et de puissance publique de l'État qu'il faut garder nos budgets équilibrés pour que l'on puisse continuer à avoir tous ces services. Parce que sinon, c'est renoncer à une certaine qualité de vie aussi que beaucoup à travers le monde nous envient en France. Et moi, dans ce compromis-là, lorsqu'il est posé ainsi, je dis banco pour travailler 2 ans de plus. Vous soutenez le fond de la réforme. Sur la forme, qui a aussi posé pas mal de questions. On se souvient, alors j'ai le petit extrait, on l'a déjà passé dans cette émission, mais c'est un élu isérois, donc on lui donne l'honneur de repasser d'Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, qui, sur le plateau de France Info, avait tenu ses propos au plein milieu de la réforme. Et là, le chiffre est impressionnant. Ça concerne, quand je disais tout à l'heure que le seul risque que prenaient les retraités, c'est d'avoir leur pension actuelle augmentée, c'est ça. C'est-à-dire que, donc c'est pas un risque mais une chance, 2 millions de retraités actuels qui ont une retraite qui est inférieure à 1 200 € verront leur retraite majorée à 1 200 € brut par mois. Bon, il s'est avéré que ce n'était pas 2 millions, mais 200 000. Beaucoup d'amateurisme, pour ne pas dire autre chose, sur ce type de communication du gouvernement. On est normalement sur un exercice maîtrisé par quelqu'un qui est expérimenté en la matière. On a du mal à penser que c'est un lapsus. Non, je pense que le dispositif n'était pas très clair en réalité. Et que, c'est incroyable quand même que pour... Quelqu'un qui porte la parole du gouvernement. Mais vous savez, moi je le vois quand j'ai porté un texte, notamment sur la fonction publique, j'en étais rapporteur, il y a parfois des mesures où il faut traduire ce qui est écrit en réalité et proposé par les services ou par le gouvernement, de façon à comprendre les implications, les imbrications dans les autres textes de loi, etc. Et finalement, parfois, c'est un peu l'imbroglio. Honnêtement, c'est un peu ce qui s'est passé sur cette disposition-là. Mais l'essentiel, c'est de bien comprendre que 2 millions de retraités vont avoir une retraite qui va augmenter. Elle ne va pas forcément être à 1 200 €, mais elle va augmenter de 70 €, 100, 110 €. On est d'accord. Mais au final, quand même, c'est un gain. Même s'il y a eu un imbroglio, on est d'accord, je ne vais pas le nier, c'était évident. Mais la réalité, c'est cela. Et puis... D'une autre façon, rappelons aussi que les femmes, pour parler d'elles, à la retraite, vont bénéficier de trimestres qui vont compter par rapport au nombre d'enfants qu'elles ont eus. Il va y avoir quand même, dans ce texte, il y a des mesures qui accompagnent la transformation du rapport à la retraite et au travail. Donc ça ne suffira pas, c'est pour ça que j'espère qu'un texte sur le travail va arriver, sur les conditions de travail, de façon à compléter cette dynamique-là. Mais il y a dans ce texte pas que les 2 ans de plus en réalité. Et évidemment, en communication et puis dans la simplicité des discours, le simplisme même des discours de la NUPES ou du RN, on arrive à des caricatures en réalité de ce qu'est ce texte. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment prendre un peu de recul et on verra bien dans quelques années le résultat qu'aura eu ce texte sur l'ensemble des Français. Après, je voulais revenir aussi, permettez-moi, sur, vous en avez pas parlé, mais sur ce procès en illégitimité de la réforme des retraites en disant... 49.3. Exactement. Non, au-delà de ça. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que c'était dans le programme d'Emmanuel Macron qu'il doit l'appliquer, parce qu'il a été élu grâce aux voix de la NUPES qui ont fait bloc ont voté pour lui, contre le RN. Exactement. Mais simplement, je me permets, parce que j'ai réfléchi effectivement avec le recul, comme on n'est pas dans le chaudron, je ne suis plus députée, on prend un peu de recul et de hauteur par rapport à ce qui se passe et aux arguments des uns et des autres. Mais la réalité, c'est que nombre de de candidats aux législatives qui étaient de la majorité, dès le soir du premier tour, en ayant été 3e et donc perdants, ont annoncé leur soutien aux candidats de la NUPES face au Rassemblement national. Je pense notamment à Caroline Fiat, qui est vice-présidente de l'Assemblée nationale, NUPES, aujourd'hui. Elle a été élue grâce aux voix de la majorité ou des électeurs de la majorité. Et est-ce que ces électeurs-là souhaitaient la révolution permanente, la sixième République et Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre? Certainement pas. Est-ce qu'il l'intègre dans la façon dont il se positionne aujourd'hui à l'Assemblée nationale? Certainement pas non plus. Donc on ne peut pas reprocher à Emmanuel Macron de dérouler son programme de la même façon qu'on ne peut pas reprocher à ses élus, légitimement,
comme Emmanuel Macron, de défendre leurs convictions et ce en quoi ils croient et ce qui les a menés jusqu'à leur élection. Alors, Olivier Véran a défendu la parole du gouvernement, c'est son rôle. Vous me direz, au point de plus oser trop paraître en cérémonie officielle à Grenoble, hein, on ne le voit plus. En tout cas, on n'est plus informé de l'avenue d'Olivier Véran. Quand il vient, c'est un peu en catimini. C'est un problème, ça, aujourd'hui, pour que les élus de la majorité d'Emmanuel Macron ne puissent pouvoir vraiment assumer leur rôle à part entière. Écoutez, je ne sais pas pour ce qui est de l'agenda d'Olivier Véran, mais il a quand même 2 fonctions majeures, à savoir porte-parole du gouvernement et animateur d'une réflexion sur les nouveaux outils de démocratie directe. Il venait régulièrement le vendredi à Grenoble, on avait des communiqués de presse. Là, il vient en douce à la préfecture pour éviter les casserodades. Vous lui demanderez, après, que ne reprochez pas au ministre, avoir aussi les uns et les autres, tous les ministres, éviter les séquences casserolades qui, en fait, mettent en scène une opposition qui, aujourd'hui, est quand même réduite à peau de chagrin. Les casserolades, il y en a quasiment plus, et qui empêchent le dialogue, puisqu'encore une fois, la démocratie, c'est une méthode de dialogue. Donc, si à un moment, on fait des casseroles, et on a vu plein de séquences de députés, je pense à Aurore Berger, qui s'est déplacée et qui a eu des casserolades et qui ne pouvait pas en placer une, franchement, si faire un déplacement pour ça, à un moment, ils sont un peu malins, on ne va pas leur jeter la pierre, franchement, voilà. La violence envers les élus, elle est montée d'un cran avec cette réforme des retraites. On a eu des scènes, notamment à Grenoble, qui ont beaucoup fait parler au niveau national. Ce mannequin d'Emmanuel Macron brûlé en place publique devant la cathédrale Notre-Dame, c'est des choses qui vous ont choqué ou ça fait partie, on va dire, de la contestation ? Ah non, pour moi, ce n'est absolument pas normal de voir ce genre d'image. Et là, à Grenoble, je pense qu'on a été précurseurs. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pendant la campagne municipale de 2020, on a eu un stand Place Notre-Dame au même endroit, figurez-vous, qui a été dévasté par une bande, le dévoiement d'une manifestation de Gilets jaunes à l'époque, c'était les Gilets jaunes, avec certainement des Black Blocs, en tout cas ils étaient tous cagoulés en noir, etc., qui ont défoncé littéralement le stand et qui ont brûlé, le symbolisme est fort, des tracts qui ont menacé des militants qui avaient entre 11 et 77 ans. Donc on a, hélas, et tristement été précurseur de cela, avec aussi Macron guillotiné place de Verdun. Enfin, je rappelle qu'à Grenoble, ça fait un moment qu'on connaît ça. Et moi-même, quand j'étais députée, j'ai été plusieurs fois sous protection policière. Parce que j'avais des menaces directes, parce qu'effectivement, je dis les choses, parce que je porte et que je n'ai pas peur de porter mes convictions, et que parfois, à Grenoble, pour une minorité, c'est insupportable. Donc, ils s'en prennent physiquement, ou en tout cas, en termes de menaces aussi, à nous. Et c'est terrible. Rappelez-vous... L'autre séquence aussi très violente, lorsque j'ai présenté mon programme, notre liste, notre équipe a présenté notre programme à l'Office du tourisme, dans l'auditorium de l'Office du tourisme. Il y a eu une manifestation pour empêcher les gens d'entrer dans la salle, juste parce qu'on voulait présenter notre programme. Ça s'est fini avec une charge des CRS, avec les lacrymos. J'étais candidate au municipal, je voulais juste présenter mon programme, et il y avait 80 personnes qui manifestaient pour empêcher la tenue de ma réunion. Donc, d'abord, elle a eu lieu, je n'ai pas voulu être exfiltrée, je n'ai pas voulu l'annuler, parce que j'estime être dans mon bon droit et qu'on est en démocratie. Et 2, j'étais outrée de voir parmi les manifestants des membres de l'équipe d'Éric Piolle. Donc à un moment, la démocratie n'est pas à 2 vitesses. Leur légitimité, l'équipe d'Éric Piolle précédente et celle actuelle, est incontestable, mais laissez-nous faire notre boulot. Si on n'est pas d'accord, on a le droit de le dire. Voilà. Le grand gagnant de cette séquence politique de contestation, c'est le Rassemblement national. Tous les instituts de sondage confirment une montée de l'extrême droite et de sa chef de file, Marine Le Pen. Vous faites partie de ceux qui pensent qu'elle peut accéder à la présidence d'ici 2026 ? Oui. Et déjà aux élections présidentielles précédentes. Je pense que c'est un vrai risque. On voit bien que l'écart se réduit à peau de chagrin entre un candidat qui va être progressiste. Certes, on n'est pas tous d'accord avec Emmanuel Macron, mais enfin, il est quand même dans le camp des fréquentables. Et puis, le Rassemblement national qui, à force de silence et de se taire, c'est ça qui est absolument ahurissant, monte, grimpe dans les sondages. Et oui, c'est très inquiétant. C'est très inquiétant parce qu'on sait d'où ils viennent, on connaît l'histoire, on sait qu'ils ne sont pas crédibles sur leur programme, notamment économique et dans leur rapport à l'institution européenne. Et on sait aussi
que leur seul bouc émissaire aujourd'hui, ce sont les étrangers et que la solution miracle serait de fermer les frontières, de sortir de l'Europe. Alors un peu moins de l'euro, on l'entend moins là-dessus, Marine Le Pen, mais évidemment, on est loin de solutions qui fonctionneraient. Et j'ai toujours du mal à m'expliquer, et c'est pour ça que je continue, même en ayant perdu une élection, c'est pas grave, à essayer de convaincre, d'entendre et d'écouter ceux qui sont prêts à voter Rassemblement national, pour entendre leurs inquiétudes, leurs colères, leurs attentes en réalité, pour peut-être continuer à y répondre, mieux expliquer, et en tout cas ne pas tomber dans le piège du Rassemblement national pour les prochaines présidentielles. En 2017, Emmanuel Macron avait promis de réduire justement l'influence de l'extrême droite en France. Résultat, 5 ans après, Marine Le Pen a gagné 3 millions de voix. Les députés sont passés de 7 à 89 à l'Assemblée nationale. C'est lui, Emmanuel Macron, qui porte une grosse responsabilité sur cette montée. Alors là-dessus, moi je vais être très claire. D'abord, le montée du populisme, c'est partout en Europe et partout dans le monde. Je ne vous fais pas un dessin, en Italie, au Brésil, on l'a vu, en tout cas sur un mandat, Trump, etc. Bon, ce discours simpliste et populiste où... Alors pourquoi avoir promis qu'il allait les... J'y arrive. Chacun va entendre ce qui l'arrange dans sa propre individualité et dans un monde un petit peu égoïste, en se disant c'est la solution miracle. Bon, ça ne l'a pas été aux États-Unis, ça n'a pas été au Brésil, on verra pour l'Italie, mais on voit bien que c'est pas la baguette magique, le populisme et les extrêmes et le nationalisme. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, moi, je vais être claire avec vous, les seuls responsables de la montée du Front National ou du Rassemblement National sont ceux qui votent pour lui. Ce sont les électeurs qui ont cette responsabilité de mettre un bulletin Rassemblement National dans l'urne. Donc, à partir de là, c'est pas Emmanuel Macron, c'est pas... Voilà, ça se passe dans tous les pays. Des politiques bien sûr, en place. Mais ça, il faut l'entendre. Parce que tout le monde ne vote pas Rassemblement National parce qu'ils sont racistes ou parce qu'ils émanent du pire de ce qui est ressorti de la Seconde Guerre mondiale et de la création initiale du FN par Jean-Marie Le Pen. Tout le monde n'est pas convaincu par ça, n'est pas motivé par ça dans le vote Rassemblement National. Donc il faut savoir identifier les attentes et les angoisses des Français qui les poussent, qui les incitent à voter Rassemblement National. Mais encore une fois, la montée du Front National est due à ce vote. Il est dû à personne d'autre. Je pense, et moi la première, en ayant été députée 5 ans, j'ai fait tout ce que je pouvais avec la plus grande sincérité pour améliorer la vie des gens et des Français, et notamment de ma circonscription, et éviter que l'on bascule vers le Rassemblement National. Est-ce qu'on a réussi? Objectivement, pas tout à fait, on ne va pas se raconter d'histoire. Mais en tout cas, la volonté est là, et nous ne cesserons de nous opposer au Rassemblement National, très clairement. Certains attribuent cette responsabilité au chef de l'État. On l'a vu caricaturer en Hitler il y a quelques mois sur les murs d'Avignon. Je ne sais pas si vous avez visité l'exposition proposée en ce moment au musée, l'ancien musée de peinture de Grenoble. On voit le président en costume noir, brassard rouge, en train de pointer une arme comme pour une exécution. Moi, c'est un dessin qui m'a troublé, qui évoque un décorum de la Gestapo, des SS. Je ne sais pas si vous avez... Bien sûr que c'est troublant. C'est même plus que troublant, c'est gênant. C'est angoissant, c'est un sentiment d'injustice par rapport à un président de la République qui, me semble, n'a rien à voir avec l'image qui est transposée ici. Mais là, on est dans une exposition avec une expression artistique qui a toute sa place. Aussi dures soient les images, la liberté d'expression est absolue. Là où moi, j'ai posé un certain nombre de jalons sur cette expression artistique, c'est lorsqu'elle est financée par la puissance publique, notamment à travers le street art et les 2 fresques de Gouin, de Goïne, je ne sais pas exactement comment on dit, pardonnez-moi. On peut dire les 2, on va dire. Voilà. Sur les CRS massacrant Marianne à terre à la gare. C'était il y a quelques années. Exactement. Et sur la plus récente fresque d'une femme voilée avec le tissu, voilà, avec l'étoile juive et le tissu des prisonniers de la Shoah. Donc, ce qui est choquant, au-delà de l'œuvre en tant que telle que l'on peut contester et on peut revendiquer la liberté artistique d'expression, etc. Ok. Ce qui est choquant, c'est pas tant les images et que l'artiste ait produit cette image, c'est que la majorité d'Éric Piolle a financé un festival sur le domaine public pour ce genre d'œuvre. C'est ça qui est gênant. C'est pas que l'artiste s'exprime, c'est que la puissance publique, à un moment, cautionne ce genre d'image. Imaginez que l'artiste, et peut-être ça pourrait être un challenge pour Gouin ou Goïne, ou un autre street artiste, que l'on mette Éric Piolle
je ne sais pas, on le déguise ou ou Sandrine Rousseau, ou qui sais-je, un autre personnage en train de faire l'inverse de ce qu'il prône dans son quotidien d'homme ou de femme politique. J'aurais beaucoup aimé voir la réaction d'Éric Piolle, alors qu'il aurait financé lui-même la fresque. Donc, vous voyez, à un moment, il faut voilà, c'est à quoi sert l'élu, à quoi sert l'argent public ? À préserver quand même le vivre ensemble. Et moi, je crois que lorsqu'on finance un Street Art Fest, on a un droit de regard, on devrait avoir une commission d'un droit de regard sur les œuvres produites. Qu'après, un artiste se produise dans une galerie privée, même publique, sur le champ de son expression libre et artistique, aucun problème. Vous voyez, c'est ça qui est gênant. Évidemment, lorsque j'interroge Éric Piolle en conseil municipal sur ces sujets, il renvoie à la liberté d'expression. Mais je ne lui conteste pas cela. Vous l'avez bien compris. J'ai compris. L'enjeu, c'est le financement de ces œuvres qui pose un problème. Bon, vous rejoignez un peu Laurent Wauquiez là-dessus, qui a coupé les vivres, notamment au Street Art Fest, dernièrement, pour la région. Alors moi, je n'aurais pas fait comme ça, personnellement, mais enfin, je ne suis pas présidente de région, ni maire de Grenoble. Je pense que l'enjeu, c'est plus de discuter et de voir un petit peu les modalités avec lesquelles on crée de l'art et on crée du vivre ensemble à travers l'art par rapport au financement. Mais de là à les supprimer, je pense que c'est excessif. En tout cas, s'il n'y a pas de dialogue préalable, ça ne sert à rien. C'est vraiment la sanction brutale qui ne fait que renforcer une idéologie adverse. Donc en fait, là encore, sur la méthode de démocratie et de dialogue, on est loin du compte. Alors il y a un proche d'Éric Piolle quand même qui a été égratigné sur ce Street Art Fest. Alors c'est pas le seul, vous allez le voir, c'est une fresque collective. On va la remettre à l'antenne avec l'ancien ministre de l'écologie Nicolas Hulot, qui était proche d'Éric Piolle à un moment, le député Renaissance Damien Abad, ou le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, qui sur cette fresque de Mike Stencil, détournant l'affiche du film Usual Suspect, vise à dénoncer les violences faites aux femmes. Vous vous dites tant pis pour eux, ils l'ont bien cherché de devenir des symboles quand on voit une fresque comme ça? Je vais vous redire exactement ce que je vous ai dit pour Goin et ces deux œuvres. C'est-à-dire que la liberté d'expression, l'artiste a le droit de dire ce qu'il veut et de créer ce qu'il veut comme image, aucun problème. Le sujet, c'est est-ce que l'argent des Grenoblois a pour objectif de financer ce genre d'œuvre, et est-ce que cette œuvre, en tant que maire, en tant qu'élu, apaise les habitants dans un moment de tension générale en France? Je ne suis pas convaincue. Bon, on change de sujet avec une autre crise qui se profile, celle du logement. Certains parlent de bombe sociale. En tout cas, Elisabeth Borne a dévoilé la semaine dernière son plan pour résoudre la crise du logement qui ne cesse de s'amplifier. Des mesures jugées très insuffisantes par les acteurs du secteur, que ce soit les promoteurs immobiliers, les bailleurs sociaux, les associations. Il n'y a pas eu vraiment de voix pour soutenir ces mesures qui sont issues pourtant d'une concertation. Il y avait eu un conseil national de la rénovation pendant 6 mois. Aujourd'hui, ce plan d'Elisabeth Borne qui lance des grandes idées mais qui n'a rien de très concret, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'aurais eu envie qu'il aille plus loin. Qu'il aille plus loin parce que le logement, c'est un sujet que je connais bien de par ma formation et mon métier d'urbaniste et qui est capital pour les Français. Aujourd'hui, et depuis plusieurs dizaines d'années, on finance beaucoup la mobilité. Il y a beaucoup d'enjeux sur comment on accompagne les enjeux de la mobilité. Les gilets jaunes en étant encore une expression sur l'usage de la voiture et l'augmentation du prix de l'essence. Voilà. Mais aujourd'hui, ce qui pèse le plus dans les revenus en charge, dans les revenus des ménages, c'est le logement. Entre 15 et 55% des revenus des ménages passent dans l'enjeu du logement, en location ou en accession, mais c'est considérable. Donc c'est la première charge des ménages en France. Donc c'est un sujet à la fois pour se loger correctement et à la fois pour accéder à un logement, ce qui est quand même le b.a.-ba lorsque l'on vit en France. Et donc, quelque part, ça propulse sur le devant de la scène des sujets auxquels, je trouve, on ne répond pas encore assez fortement. Un, le sujet du prix. Pourquoi est-ce que les logements sont si chers, à la location ou à la vente? Parce qu'on a un sujet sur le coût du foncier. Alors, c'est un peu technique, mais en même temps, c'est la réalité. C'est-à-dire que quand on construit une maison ou un immeuble, on a un terrain d'assiette. Ce terrain, il est monnayable. Et de plus en plus aujourd'hui, et depuis des dizaines d'années, c'est pas nouveau, mais il y a une spéculation foncière. C'est-à-dire que plus la constructibilité ou la capacité à construire sur le terrain augmente, plus le terrain lui-même coûte cher. Et ce qu'il pèse dans la balance d'un promoteur immobilier pour construire un immeuble, c'est le coût du foncier. Aucun ne vous dira le contraire. Et d'ailleurs, lorsqu'on achète une maison, je suis bien placée pour le savoir, à Moirans par exemple, puisque j'ai travaillé là-bas, je n'y ai pas habité mais j'y ai travaillé, on achète un terrain qui vaut plus que le prix de la maison construite. Voilà, donc
on a un enjeu sur la maîtrise du foncier. Et en cela, la métropole commence à y répondre avec l'outil de l'établissement public foncier qui permet de réguler les prix du marché foncier. Ça, c'est un premier point sur les prix des logements. Ensuite, il y a un deuxième point sur la qualité des logements que l'on produit aujourd'hui. La sociologie de la ville et la sociologie en général, et il se trouve que j'ai fait des études de sociologie en parallèle de mes études d'urbanisme, nous dit, là encore, depuis des dizaines d'années, ce que des politiques, alors moi j'y suis sensible, mais d'autres ne l'entendent pas assez, on ne construit pas ce qu'attendent les Français. Qu'est-ce que disent les Français dans les enquêtes de sociologie, dans leur attente de logement? D'abord qu'ils veulent des grands logements. Or, depuis 10 ans, les logements ont perdu 10 mètres carrés en moyenne. Une pièce à vivre de moins pour le même F3 qu'il y a 15 ans. Voilà, c'est dingue. Donc, ils veulent des grands logements. Et nous, on continue à produire des logements qui rétrécissent. Deuxième enjeu, ils veulent des placards. Des placards pour ranger leurs affaires. Ça paraît con, mais... oui, mais à un moment, c'est une réalité. Ils veulent de l'espace. Troisième enjeu, ils veulent un garage ou un parking pour poser leur voiture et pouvoir justement prendre les transports en commun, leur vélo, se déplacer à pied, mais ne pas avoir à mettre son véhicule sur le domaine public où on se fait aligner pour les amendes, où les abonnements des parkings sont hyper chers. Voilà. Donc, pouvoir stocker leur voiture quelque part en sécurité. Et enfin, dernier point, et c'est le point le plus important, aujourd'hui, toutes les enquêtes, et depuis encore une fois des années, nous attendons, habitants de Grenoble et de France, et de Navarre d'ailleurs, de partout, un rapport à la nature. Or, on n'a toujours pas enclenché la ville nature. Alors, à Grenoble, c'est dommage parce qu'on a même un élu, un maire écolo, et il ne le fait pas. C'est ce rapport à la nature. Une terrasse, un bout de jardin, un jardin collectif, un parc en bas de chez soi, un rapport à la nature. Et ça, aujourd'hui, dans tout ce qui est dessiné par les promoteurs ou les architectes, on ne répond pas à ces 4 enjeux. Donc, que font les gens et que font-ils depuis 20 ans? Comme ils n'ont pas les moyens d'acheter en ville et qu'ils veulent un parking, des grands apparts et un rapport à la nature et des placards, ils vont, dans le périurbain, construire une petite maison de 90 mètres carrés avec un jardin de 100 mètres carrés, ce qui est exactement l'illustration de l'étalement urbain. Et ça, c'est contre-productif. Parce que ceux qui ont fait ce choix-là, eh bien, ce sont, par exemple, entre autres, les Gilets jaunes, qui, il y a quelques années, ont subi l'augmentation de la voiture parce que lorsqu'on habite dans ces pavillons de proches banlieues, périurbains, entre la ville, mais pas tout à fait, en dehors de la ville, mais pas tout à fait à la campagne, eh bien, pour aller acheter le moindre chose ou pour n'importe quelle activité des gamins, on dépend de la voiture. Et c'est ça l'engrenage néfaste de l'étalement urbain. Et ce à quoi on ne répond toujours pas. Donc moi, ce que je plaide pour Grenoble ou à l'échelle nationale, c'est qu'on ait beaucoup plus de prise de risque et d'ambition sur la façon dont on produit des nouveaux logements. Et évidemment, qu'on en produise plus. Regardez à Grenoble, depuis 2014, on ne produit pas du tout assez de logements, et notamment de logements sociaux. Je rappelle que la ville de Grenoble n'est toujours pas, après 8 ans d'Éric Piolle, qui fait les leçons à qui veut l'entendre sur la question des logements sociaux et de l'hébergement d'urgence, n'est toujours pas à 25% de logements sociaux. Qui est imposé par la loi. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est important, tous ces enjeux de prix, de qualité du logement, de est-ce qu'on densifie les villes ou pas. C'est vraiment fondamental et c'est un sujet passionnant et qui devrait être un sujet prioritaire. Et en cela, je trouve que les annonces ne vont pas assez loin, ne font pas assez de prise de risque ou d'expérimentation sur la question du logement. Donc je crains que si on n'augmente pas ces rythmes de production et ce changement de qualité de production, on n'y arrivera pas. Alors, dans le domaine du logement, il y a aussi tous ceux qui n'en ont pas, qui dorment dans la rue, dans des conditions souvent très, très précaires. À Grenoble, on estime qu'il y a 200 enfants qui seraient dans des bidonvilles ou dans des sites non adaptés de l'agglomération. Ils sont souvent mis en avant par les associations environnementales de logement. Dans les écoles, notamment à Grenoble, depuis un an, on retrouve beaucoup de familles qui logent pour... que leurs enfants puissent avoir des conditions à peu près normales. Que fait l'État là-dessus? C'est normalement une compétence de l'État Alors, sur l'hébergement d'urgence, oui, mais il y a quand même des partenariats locaux. Alors, sur ce point, moi, il faut avoir un peu d'humilité. En 2018, il y avait 200 000 personnes à la rue en France. Depuis 2018, donc jusqu'à la fin 2022, il suffit d'aller voir le site du gouvernement, c'est écrit noir sur blanc. Je suis allée moi-même voir tellement que c'est ahurissant. On a relogé des sans-abri à hauteur de 300 000 personnes. Et aujourd'hui, en 2023, lorsqu'on décompte le nombre de personnes qui vivent à la rue, 200 000. Voilà. Donc, en 2018, 200 000 personnes. On a logé en 4 ans 300 000 personnes et on a encore 200 000 personnes à la rue. Donc, on voit bien que
Il n'y a pas de baguette magique là encore. C'est le drame de la politique. Parfois on aimerait que ce soit facile, mais ça ne l'est pas toujours, sur des sujets, encore une fois, complexes. Donc on voit bien que la capacité de l'État à répondre à ceux qui vivent dans la rue n'est pas automatique. Ce n'est pas une équation égale à égale en réalité. Après, la réalité aussi, c'est qu'on a en France aujourd'hui 200 000 logements d'hébergement d'urgence. Donc c'est historique, il n'y en a jamais eu autant en France. Lorsqu'on est arrivé aux responsabilités en 2017, il y en avait à peine plus de 100 000. Donc on est passé à 200 000 hébergements d'urgence. Et en Isère, c'est 2203. Il y a eu un article sur ce sujet dans le Dauphiné libéré, où le préfet a redonné les chiffres en Isère, 2203 hébergements d'urgence. Là aussi, historique. Il n'y a jamais eu autant de logements d'urgence en Isère. Donc si vous voulez, qu'est-ce qu'il faut faire? Doubler les capacités? Mais lorsqu'on voit qu'on a relogé 300 000 personnes en 4 ans et qu'il y a toujours le même nombre de personnes qui ne sont pas les mêmes, vous l'avez compris, dans la rue, on a l'impression que c'est un puits sans fin. Donc on a un vrai sujet de qui sont ces personnes dans la rue. Et là, on se rend compte qu'on a un sujet qui corrobore les enjeux d'accueil de l'immigration. Parce que parmi ceux qui sont à la rue, et on l'a vu, moi je l'ai vu en accompagnant le SAMU social dans leur maraude, je l'ai vu aussi à Emmaüs, je suis très investie à Emmaüs Isère, on voit bien qu'il y a en fait beaucoup de demandeurs d'asile qui se retrouvent sans hébergement alors qu'ils y ont droit officiellement, on est tous d'accord là-dessus, et qui se retrouvent à la rue avec femmes et enfants dans des situations ubuesques, et cela dure parfois des années, ou alors ils sont ensuite logés et ils sont remplacés par d'autres étrangers qui arrivent sur le sol français. Donc on voit bien qu'on a quand même un enjeu qui est lié de près ou de loin à notre politique globale d'accueil des étrangers sur le sol français. Donc, tout n'est pas aussi simple. Ce n'est pas juste des gens à reloger et une fois qu'on a logé les 200 000, c'est fini. Eh bien non, ça ne se passe pas comme ça. En tout cas, les élus grenoblois de la majorité d'Éric Piolle se mobilisent en ce moment pour dénoncer les conditions sur l'agglomération grenobloise. On voyait quelques images dans les écoles occupées à Grenoble. Ils sont allés jusqu'à camper devant la préfecture cette semaine, sous la direction de Nicolas Béron-Pérez, qui est l'adjoint à la métropole en charge du logement. Vous seriez vice-président. Vice-président, effectivement. Oui, là, effectivement, j'ai poussé un coup de gueule cette semaine dans le Dauphiné libéré parce que, je vais vous expliquer pourquoi ici, mais franchement, c'est d'une indécence crasse. C'est vraiment, pour avoir constaté, vu et côtoyé sur une certaine durée et dans différents contextes à l'occasion de mon mandat, ces personnes qui vivent à la rue et qui sont dans la plus grande précarité et démunies et qui attendent le SAMU social ou qui frappent à la porte d'Emmaüs tous les jours pour trouver un abri, un refuge ou pour éventuellement manger ou faire manger leurs enfants, c'est indécent de jouer au SDF place de Verdun. C'est indécent parce que Nicolas Béron-Pérez et ses amis savent pertinemment qu'à la fin de la journée, ils vont aller prendre une douche bien chaude chez eux, qu'ils auront un repas et que dans 3-4 jours, quand ils auront fini leur séquence de com, ils vont rentrer bien au chaud chez eux. Je trouve ça assez dégueulasse et assez irrespectueux de ceux qui vivent dans la rue et qui n'ont pas la chance de se dire je vais avoir une douche chaude ou je vais avoir un repas ou j'ai un toit demain pour m'accueillir. Donc, je trouve que c'est très indécent. Et ensuite, sur le fond, alors là, j'ai envie de dire, c'est vraiment de qui se moque-t-on, quoi. Nicolas Béron-Pérez est vice-président à la métropole en charge du logement. Or, que dit la loi? Mais pas la loi de notre mandat, la loi depuis des décennies, qui a la responsabilité de la création du logement? Les métropoles. Qui délivre les permis de construire pour construire des logements? Les maires. Et Nicolas Béron-Pérez est bien l'adjoint d'Éric Piolle, qui est maire de Grenoble. Donc on a ici le maire de Grenoble qui est en charge des permis de construire, le vice-président au logement en charge de la politique des logements de la métropole, qui disent c'est un scandale, il n'y a pas assez de logements. Non mais on croit rêver qu'ils assument leurs responsabilités, qu'ils construisent des logements, qu'ils signent des permis de construire, qu'ils prévoient et qu'ils programment avec les bailleurs des logements sociaux et qu'ils fassent leur boulot au lieu de jouer au clown SDF. Mais franchement, je trouve ça voilà, révoltant. Voilà, je pense que vous l'entendez, pardon, mais vraiment, par rapport à tous ces gens qui vivent dans la rue, je trouve ça dégueulasse. Vous ne croyez pas sincère dans sa démarche, Nicolas Béron-Pérez, quand il essaye d'alerter les autorités de l'État? Ah, mais moi, je ne remets pas en cause sa sincérité. Mais ce n'est pas un militant d'une association. Dire, on peut avoir des militants, le DAL le fait, mais il y a plein d'associations écologistes qui font aussi du militantisme et des actions, des coups de com', ils l'appellent eux-mêmes des coups de com'. Mais
c'est quand on n'est pas en responsabilité, c'est pour saisir ceux qui sont en responsabilité. Alors Nicolas Béron-Pérez veut mobiliser qui lui-même? À qui il s'adresse en fait? Qui a la responsabilité du logement? La métropole et les vice-présidents. Là, ici, l'hébergement d'urgence, qui est normalement oui, une mais responsabilité l'hébergement de l'État. d'urgence, encore une fois, c'est une responsabilité de l'État qui a fait une large part du boulot depuis des années et qui a besoin des partenaires locaux pour continuer à en créer. Si on ne construit pas de logements sociaux, il n'a pas de logement d'urgence. C'est QFD. Vous voyez, donc à un moment, franchement, c'est d'une hypocrisie. Voilà, c'est le coup de com', effectivement. Hein, ils ont fait plein d'articles. C'est même au national. Et allons-y gaiement. Hein, mais c'est leur responsabilité. Et je ne suis pas sûre que ce soit le meilleur moyen d'amorcer un dialogue constructif ou éventuellement un rapport de force avec le préfet que d'aller camper avec sa tante devant la préfecture. Franchement, c'est ridicule. Bon, autre sujet de préoccupation dans l'agglomération, c'est une montée de violence ces dernières semaines, un printemps sanglant à Grenoble, avec 3 assassinats en pleine rue ces derniers jours et plusieurs fusillades, dont la dernière en date il y a quelques jours à la Villeneuve, avec 6 blessés suite à des tirs de Kalachnikov. Alors, c'est pas nouveau à Grenoble, il y a toujours eu des vagues comme ça de règlement de compte et de violence, mais on ne peut pas dire que la situation s'améliore. Non, elle s'intensifie, vous avez raison. Et je trouve ça dramatique. Dramatique en premier lieu pour les habitants de ces quartiers. Parce que j'étais députée de la 3e circonscription de Grenoble, je connais bien Villeneuve. Il se trouve que quand j'étais gamine, ma meilleure copine habitait au 110 et au 140, parents divorcés. Donc j'ai vu basculer Villeneuve. Quand on avait 15 ans, on n'était pas dans cette situation-là à Villeneuve. Et aujourd'hui, effectivement, quand on rentre dans le quartier, alors moi, je me suis toujours sentie à l'aise parce que je discutais avec les gens, j'ai eu plutôt un abord facile, mais forcément, on n'habite pas le quartier, donc on vient nous interroger, qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites là, etc. Alors on n'est pas au niveau des quartiers nord de Marseille, hein, on a le droit de rentrer dans le quartier quand même, tout va bien, et ça s'y passe très bien d'ailleurs, les échanges, mais il y a une réalité sur le trafic de stupes et sur la violence qu'entraîne le trafic de stupes qui est réelle et qui ne cesse d'augmenter à Grenoble, comme dans d'autres métropoles. Sauf que, dans plein d'autres métropoles, on a quand même des élus locaux qui sont mobilisés pour faire face, qui sont mobilisés en partenariat avec l'État, en partenariat avec le préfet. Et qu'est-ce qui se passe à Grenoble? Écoutez, la fusillade des 6 blessés à Villeneuve, quelle a été la réaction du maire de Grenoble? Le néant. Pas un seul mot, pas une seule communication. Et je crois que ce jour-là, sur Twitter, il a parlé des enjeux de l'eau, ce qui est un vrai enjeu par ailleurs. Enfin, donc on peut que constater que Twitter ne lui a pas échappé sur l'actualité du jour. Donc on se rend compte que volontairement, il ne s'exprime pas sur ce sujet. Mais on l'a entendu depuis des années dire la sécurité n'est pas de la responsabilité du maire, c'est la responsabilité de l'État. Heureusement que tous les maires et toutes les grandes métropoles ne pensent pas comme ça. Parce que sinon, on serait vraiment dans des situations très compliquées. Donc, l'État, pour sa part, et lorsque j'étais députée avec Olivier Véran, on a poussé les ministres de l'Intérieur, que ce soit Gérard Collomb, puis Castaner, Christophe Castaner, pardon, et plus récemment Gérald Darmanin, à renforcer les effectifs. 80 effectifs supplémentaires sont venus renforcer les équipages de Grenoble. Une demi-cargaison de CRS sont en permanence à Grenoble. Un pôle stup a été créé spécifiquement en lien avec le procureur Vaillant. Donc les moyens, l'État continue à les mettre. Mais s'il n'y a pas de réseau, et s'il n'y a pas de partenariat local, il ne se passe rien. Il faudrait par exemple augmenter les effectifs de la police municipale ou au moins recruter les postes qui sont disponibles. Aujourd'hui, il y a plus de 15 postes vacants qui n'ont pas de policier municipal en face de postes existants. Il faudrait armer par des armes à poing la police municipale pour pouvoir se défendre et intervenir en même temps que la police nationale. Il faudrait de la vidéoprotection. Là aussi, on en fait un dogme suprême alors qu'ils les installent pour contrôler les plaques des voitures. Donc on sait bien que ça marche. L'affaire Maëlys, avec Nordal Lelandais, a été résolue grâce à la vidéoprotection. Donc je veux dire, c'est pas un outil en soi, je ne sais pas l'alpha et l'oméga, c'est pas la baguette magique, mais tous ces accompagnements et surtout un discours puissant pour dire stop, pour dire on se calme, au moins on se calme, n'existe pas à Grenoble. Rien, pas un mot. Pas un mot. Et ça, c'est vraiment tragique pour les habitants en premier lieu et pour l'image de la ville. Parce que la police nationale, comme la police municipale, n'arrive pas à recruter. Là aussi, dans les 80 nouveaux postes à la police nationale, qui vient? Beaucoup de jeunes sortis d'école. Parce que les policiers plus expérimentés entendent parler de la réputation de Grenoble et ne veulent pas vraiment venir à Grenoble. Donc on a un sujet d'image aujourd'hui sur des professionnels de la sécurité qui disent « Ouh là là, Grenoble, compliqué ».
Voilà. Donc, il nous faut un maire qui impulse une dynamique de sécurité. Ça ne veut pas dire qu'il aura, encore une fois, une baguette magique pour tout résoudre, mais qu'au moins on sente qu'il se préoccupe de la sécurité des Grenoblois. Bon, autre préoccupation, vous l'avez évoqué avec l'eau, c'est la préservation de l'environnement, un sujet moins urgent que celui des retraites aux yeux du gouvernement, puisqu'il a été traité que ces dernières semaines avec une planification écologique proposée par Elisabeth Borne. Je me doute bien, mais en tout cas, c'est la chronologie. On a passé 1 an sur les retraites et on commence à sortir les... Et ça fait 6 ans qu'on bosse sur l'écologie. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Ça ne commence pas sur l'écologie, excusez-moi. Bon, en tout cas, la Première ministre a présenté des pistes pour réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre d'ici... Oui. 2030, pas de mesures concrètes non plus, un peu comme pour le logement, des grandes orientations, mais qu'est-ce qu'il va en sortir de ces mesures ? Alors, d'abord, dans quel cadre s'inscrivent les annonces de la Première ministre ? C'est qu'en fait, il y a depuis 2015 à peu près une trajectoire carbone de la France qui s'annonce tous les 4-5 ans avec des grands budgets carbone qui s'étalent sur plusieurs années, puisqu'évidemment, les effets et les impacts doivent être mesurés à l'aune de séquences de plusieurs années. Il y en a eu un entre 2015 et 2018, je regarde mes notes pour ne pas vous dire de bêtises, 2019-2023, et puis, c'est ça qu'annonce la ministre et que prépare la ministre, un budget carbone 2024-2028. Bon. Premier point, je voudrais quand même faire la lumière sur une contre-vérité qui est sans cesse rabâchée, et notamment par Éric Piolle à Grenoble, à l'occasion des conseils municipaux. À chaque fois, il remet une tartine là-dessus. Le jugement du Conseil d'État sur les résultats de la France en matière d'objectifs de gaz à effet de serre, de réduction des gaz à effet de serre. Il se trouve que le Conseil d'État a sorti un avis le 10 mai, pour être exact, dernier. Que dit le Conseil d'État ? La première chose qui est importante, c'est qu'il dit que dans le plan 2019-2023, la France aura atteint ses objectifs. Je le redis, la France aura atteint ses objectifs entre 2019 et 2023. Là où la France a été condamnée, c'est sur le mandat 2015-2018. Parce que sous François Hollande, effectivement, la France n'avait pas atteint ses résultats. Et c'est ça qu'a condamné le Conseil d'État. Et dans cet dernier avis du Conseil d'État du 10 mai, donc, celui qui dit que la France, entre 2019 et 2023, a atteint ses objectifs, précise même que la France a rattrapé son retard de 2015-2018. Donc je prends le temps de le dire, puisque ça n'est pas le lieu en conseil municipal et qu'on l'entend à chaque fois. Ensuite, vous dire que tout ne commence pas avec les annonces de la Première ministre de cette semaine. Bien sûr que non. Depuis 2017, c'est un sujet qui me tient à cœur et qui est fondamental pour, j'allais dire, la suite et l'organisation sociétale de l'avenir des prochaines générations. C'est qu'on a ouvert des grands chantiers sur les énergies renouvelables, sur le nucléaire, sur l'industrie verte. Le texte va arriver cet été à l'Assemblée nationale, il est en train d'arriver au Sénat. Et puis, nous avons déjà passé des textes, climat et résilience, avec le zéro artificialisation nette, le fameux ZAN, avec les ZFE, les zones à faible émission, dont nous avons peut-être parlé. Et puis, climat et résilience, c'est aussi l'arrêt de l'artificialisation et un amendement sur lequel je me suis battue et qui concerne Grenoble indirectement ou directement peut-être, c'est de désartificialiser les centres-villes, c'est de faciliter, de renforcer l'usage des mobilités douces. C'est tout ça qu'on a déjà pris avec des textes du quotidien sur la loi anti-gaspillage. Ça aussi, vous l'avez peut-être oublié, mais par exemple, s'il n'y a plus de plastique, des pailles plastiques dans les bistrots, lorsqu'on prend une limonade, un Perrier, que sais-je, il n'y a plus de pailles plastiques. On l'a voté. Il n'y a plus de plastique à usage unique en France grâce aux lois qu'on a votées. Donc, je ne peux pas accepter que l'on dise qu'on n'a jamais rien fait. Non, le Conseil d'État confirme qu'on a fait et de façon très quotidienne, les Français se rendent compte de la réalité des changements qui s'opèrent. Comme d'ailleurs, dans la loi anti-gaspillage, l'alimentation. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de juste jeter. Et tout récemment, au Conseil municipal de Grenoble, on a passé une délibération pour que dans la cantine collective publique de Grenoble, les restes ne soient pas jetés, mais soient distribués à des associations. Ça, c'est la loi. Et nous l'avons fait voter. Vous voyez ? Donc, on ne peut pas dire que tout commence maintenant. Non, et heureusement. Il était temps de s'y mettre en 2017. Alors, dans ces lois votées par le gouvernement Macron, il y a effectivement la ZFE qui va rentrer en application ici à Grenoble le 1er juillet. Enfin, Grenoble et dans 13 autres villes de l'agglomération, qui va impacter là aussi les ménages les plus modestes, hein, puisque ce sont souvent les vieilles voitures, les critères 5, qui n'auront plus le droit de circuler à partir de cet été. Ça fait un peu plus de 7000 véhicules qui seront touchés sur l'agglo et puis les interco voisines, hein, les gens qui viennent du Grésivaudan ou du Voironnais. Alors, il y a deux tendances
qui s'oppose à la métropole sur cette mise en place de la ZFE. Il y a l'application stricte de la loi votée par votre majorité. Ça, c'est la ligne d'Éric Piolle. Et puis, il y a une application à la carte, j'ai envie de dire, de Christophe Ferrari qui propose des aménagements pour que cette ZFE ne soit pas trop impopulaire. Vous êtes sur quelle ligne, vous ? Alors, d'abord, ce que prône le groupe UMA à la métropole, conduit par Éric Piolle, voilà, c'est pas de respecter strictement la loi, c'est d'aller plus vite que la loi. Encore plus vite que la loi. Donc, on arrive dans quelque chose... Non, mais bien sûr. Non, mais l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et chez les écologistes, on connaît bien ça. C'est-à-dire tout le temps la sanction, aller très vite, etc. OK, il faut aller vite. Ça, je pense qu'on partage tous ce constat. OK, il y a un sujet sur le réchauffement climatique, sur les gaz à effet de serre, sur la pollution atmosphérique. J'ai fait un rapport parlementaire sur ce sujet. Effectivement, c'est fondamental. La loi climat et résilience qui instaure la ZFE, nous l'avons votée, et j'en suis très fière, avec un calendrier déjà très ambitieux, qui déjà a été contesté, qui l'est encore dans certaines métropoles. Donc accélérer ce calendrier ne me paraît pas raisonnable. Donc pour moi, la position du groupe UMA et Éric Piolle est illusoire, et ils savent pertinemment que ça ne passerait pas à l'échelle de la métropole, ni dans le vote du Conseil métropolitain. Donc je trouve ça un peu cynique. Ensuite, sur la ligne de Christophe Ferrari, mais moi, je suis totalement en phase. D'ailleurs, on a voté les dispositifs d'accompagnement de la ZFE. La métropole a décalé de 6 mois sa mise en œuvre, rien de dramatique. L'objectif de la loi climat et résilience sur la ZFE, c'était quoi ? C'était de dire, on a un calendrier commun sur le territoire, le calendrier de la loi. L'idée, c'est que ce calendrier-là et ses objectifs, on les confie aux élus locaux dans leur pouvoir, donc on redonne du pouvoir de décision aux élus locaux pour qu'ils fassent le chef d'orchestre de comment on applique in concreto au quotidien ce projet et ce calendrier. C'est exactement ce qu'a fait Christophe Ferrari. Et il l'a fait plutôt bien, on a voté l'ensemble des délibérations. En disant, voilà, nous on prend 6 mois de plus pour discuter et négocier, très bien, il n'y a pas de problème, il n'y aura pas de difficulté dans l'application, même s'il y a 6 mois de retard, c'est pas très grave. Et ensuite, il a phasé les applications conformément à la loi en ayant une délibération qui est passée au dernier conseil métropolitain qui accompagne justement ceux qui vont subir, à savoir les classes les plus populaires ou les plus pauvres qui ont une voiture, si tant est qu'ils en aient. Les vraiment très pauvres et les plus précaires n'en ont même pas. Mais sur ces classes, j'allais dire, intermédiaires et qui ont une voiture et qui s'en sortent difficilement et qui ont une vieille voiture qui leur coûterait un entretien mais qui consomme beaucoup et qui pollue, c'est bien notre sujet. Et là, c'est l'équilibre entre les deux enjeux. C'est bien ça, l'équilibre entre les objectifs de développement durable et écologique sur les gaz à effet de serre et l'équilibre avec les enjeux sociaux. Donc il faut accompagner les plus pauvres vers cette transition parce qu'en fait, et on a une collègue qui l'a très bien dit en conseil municipal, la transition écologique, c'est facile pour les riches. Voilà. Pour les pauvres, on est dans le dur, quoi. Donc il faut accompagner ça. Et c'est bien ce qu'a proposé Christophe Ferrari. Et ce que d'ailleurs n'a pas voté Éric Piolle. C'est-à-dire que dans la logique du groupe UMA, qui est une logique absolument absurde, on met en place la ZFE dans le calendrier de la loi et qui a été approuvé par Christophe Ferrari. On ne l'accélère pas. Mais par contre, les accompagnements sociaux, ils ne les votent pas. Donc, encore une fois, ils font de l'écologie pour les riches. C'est-à-dire qu'il faut accélérer, tant pis pour les pauvres, il faut aller encore plus vite. Et puis les mesures sociales, on ne les vote pas. C'est délirant. Vous voyez, donc il y a ça. Et je trouve que, pour le coup, c'est un sujet sur lequel Christophe Ferrari fait plutôt bien le boulot. Alors, ce n'est pas le seul point de différence ou de confrontation au sein de la majorité métropolitaine entre Éric Piolle et Christophe Ferrari. Il y en a pratiquement toutes les semaines. La scission entre les deux composantes de la majorité métropolitaine vous paraît inévitable, Émilie Chalas, aujourd'hui ? Je ne sais pas, je ne suis pas dans la tête de ces messieurs. Tout ce que l'on constate, c'est Vous voyez bien passer les balles. Voilà, tout ce que l'on constate, c'est le tir de balle, effectivement. C'est que parfois, il y a des débats ou des points complètement déraisonnables ou inintéressants au possible qui relèvent de conflits de personnes et qui, en fait, portent préjudice à la fois à l'image du territoire, mais aussi à la vitalité et à la vie de la démocratie du territoire. Parce que ça veut dire que il y a un déséquilibre de fonctionnement au sein du Conseil métropolitain, où finalement l'accompagnement de la ZFE, puisqu'on parlait de ça pour les plus démunis, pour accompagner cette transition-là, heureusement que les groupes comme le mien le votent. Parce qu'on ne peut pas compter sur le groupe UMA
pour avoir des propositions équilibrées entre l'accélération des transitions et l'accompagnement social. Donc vous voyez, c'est assez, alors que nous ne sommes pas dans la majorité et que le sont. Donc c'est assez étrange. Justement, si Christophe Ferrari se séparait dans les prochaines semaines des écologistes au sein de sa majorité, est-ce que vous seriez prêt avec votre groupe à collaborer, à essayer de former une autre forme de majorité au sein de la métropole ? Alors écoutez, moi je ne suis pas dans la politique fiction. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas ce qui va se passer. Vous savez, ils sont aussi capables de s'entendre parce qu'il y a des intérêts qui peuvent être partagés. On ne sait pas. Et puis Éric Piolle n'est pas tout seul dans le groupe UMA. Il y a d'autres maires qui seraient fort dépourvus de sortir de la majorité, et je le comprends largement, et qui seraient prêts à composer. Et aujourd'hui, pour tout vous dire, le sujet, c'est pas d'être dans la majorité ou pas. C'est est-ce qu'on travaille avec Christophe Ferrari et sa majorité, en tout cas la plus raisonnable, aujourd'hui? Est-ce que notre groupe travaille avec lui? Oui. On vote un certain nombre de choses, on est écouté, on a des réunions de travail, donc on collabore déjà. Après, on est dans une opposition relative, mais on n'est pas toujours obligé de se taper dessus. Encore une fois, on en revient au début de mon propos, lors de notre début d'interview. La démocratie, c'est tendre l'oreille et trouver des compromis. Nous le faisons, notre groupe le fait sur un certain nombre de sujets qui nous paraissent essentiels. On ne s'oppose pas pour s'opposer par principe à Christophe Ferrari. Alors, puisqu'on parle d'alliance politique, Julien Paula, maire d'Hiver Droite de Voiron, était l'invité de la précédente émission et il vous a posé, comme c'est la tradition dans le QG, une question. Bien, Madame Chalas, en tant qu'élu d'opposition au conseil municipal de Grenoble, vous appelez de vos voeux qu'à l'issue du mandat d'Éric Piolle, la page des écologistes à Grenoble soit tournée. C'est un objectif avec lequel je me sens assez en phase spontanément. Toutefois, le sentiment m'a parfois été donné que vous tapiez sur lui aussi fort que sur les autres oppositions. Or, l'unité me paraît être un gage important pour donner des garanties de renversement et d'alternance. Est-ce que c'est une dimension que vous prenez en considération ? J'y vais directement. Très bien. Je vous relancerai si votre réponse n'est pas satisfaisante. Alors, je pense que Julien Paula n'a pas tout à fait les bonnes informations, puisqu'en l'occurrence, au conseil municipal, il y a un certain nombre de groupes avec lesquels on travaille très bien. On a des votes communs, on a des discussions ou des rebondissements dans les débats communs, on a même des délibérations communes. Regardez le dernier conseil municipal avec plusieurs groupes, et d'ailleurs tous les groupes quasiment, sauf un, et je vais y venir, on avait des délibérations communes. Donc je crois que cette construction se fait petit à petit et il faut qu'un certain nombre d'éléments, j'allais dire de contexte, puissent s'aligner pour qu'effectivement on aille chercher cette ville de Grenoble qui nous tient tous à cœur dans un équilibre un peu plus sain, me semble-t-il. C'est d'abord côté gauche. Donc on a, vous avez vu déjà dès le début du mandat, il y avait la liste Noblecourt, plutôt compatible avec nous, et la liste Éric Piolle, qui n'ont pas fusionné. Et on a tout récemment 7 conseillers municipaux qui ont été virés de la majorité. Et qui donc viennent plutôt de la gauche aussi. Donc là, c'est de dire comment à gauche, on peut travailler sur un état des lieux à Grenoble et à la métropole, partager des solutions ou des réponses politiques face à ces enjeux du quotidien, ensemble. Julien Paula, vous... J'y arrive, attendez, je suis à gauche. Non, mais là, je suis à gauche pour l'instant. Je vais vous dessiner le paysage, ne vous inquiétez pas. Donc, à gauche, c'est... Voilà. Et est-ce que ces personnes-là de gauche, grenoblois, ont envie de travailler avec des centristes, puisqu'on est identifié comme ça, ou des gens de centre droit, parce qu'on est aussi parfois identifié comme cela, avec nous pour aller remporter cette victoire. Parce qu'ils ne gagneront pas seuls de la même façon que nous ne gagnerons pas seuls. De l'autre côté de l'échiquier, il y a la droite. Le problème de la droite, c'est pas tant que l'on puisse ou pas travailler avec eux, puisque là aussi, il y a des sujets que l'on peut partager et des solutions que l'on peut partager. Le sujet est un peu différent avec la droite. Il est en la personne d'Alain Carignon. Alain Carignon est un des élus qui a fait le plus de prison ferme aujourd'hui. Il a été condamné. Il a certes payé sa dette. Et moi, je ne refais jamais, et je ne rebondis jamais sur les propos très mesquins d'Éric Piolle au sujet d'Alain Carignon, pour refaire le procès, refaire l'histoire. Il a payé sa dette à la société. En revanche, moi, j'estime que lorsqu'on a été pris la main dans le sac, on ne revient pas sur le même marché. C'est une question de principe. Voilà. Et aujourd'hui, je n'ai pas envie que mon nom et mon parti à la même ligne soient associés à celui d'Alain Carignon. Je pense qu'Alain Carignon a fait son temps, il a fait une erreur, qu'il a payée certes, et il est temps qu'il fasse peut-être autre chose ou d'autres engagements s'il a encore la force de l'engagement public, ce en quoi je crois. Mais politiquement, on ne peut pas être rattaché au parcours et à l'histoire d'Alain Carignon. Donc la droite a ce problème-là, soyons très clairs.
Il peut y avoir d'autres personnes du conseil municipal ou ailleurs de droite avec qui on pourrait très largement travailler. Et ce n'est qu'à cette condition, c'est-à-dire un peu de gens de droite compatibles, un peu des gens de gauche et nous, ce n'est qu'à condition de ce rassemblement que je souhaite moi aussi, cher Julien, que l'on pourra envisager de prendre Grenoble à l'extrême gauche. On verra si cette stratégie fonctionne en 2026. Vous serez candidate au municipal, Émilie Chalas ? Alors écoutez, il est bien trop tôt pour le dire. Ce qui est certain, c'est que quand même aujourd'hui. Ce qui est certain, c'est qu'en étant présidente de mon groupe au conseil municipal, ancienne candidate tête de liste en 2020, présidente du parti, je serai dans les discussions. J'ai beaucoup de cases. Je serai dans les discussions. Encore une fois, ce qu'il faut, c'est ce grand rassemblement. Après, quelle est la meilleure personne pour le faire ? Je ne sais pas. Ce que j'ambitionne pour Grenoble, c'est qu'on soit capable de faire ce rassemblement et que l'on puisse aller jouer enfin la gagne à Grenoble. Après, moi, pas moi, je pense que ce n'est pas encore le moment d'en parler. Après Julien Paula, c'est à vous de poser une question à notre prochain invité. Ça tombe bien, ce serait Éric Piolle, l'actuel maire de Grenoble. Je vous laisse regarder la caméra en face de vous et lui poser une question. Éric Piolle, bonjour. Ma question est assez simple. Vous avez viré 7 conseillers municipaux de votre majorité parce qu'ils avaient osé émettre un doute en conseil municipal sur l'augmentation de la taxe foncière à Grenoble. Doute qu'ils ont quand même nuancé par l'approbation de la délibération qui mettait en place cette augmentation de la taxe foncière. Vous les avez donc virés. À la métropole, votre groupe, vous, votez régulièrement contre des délibérations proposées par Christophe Ferrari et donc de la majorité. Ma question est donc simple. Envisagez-vous, conformément à ce que vous avez fait pour vos collègues au conseil municipal, de quitter la majorité de la métropole ? Merci Émilie Chalas. Si vous ne lui aviez pas posé la question, je l'aurais sûrement posée au cours de la prochaine émission, mais voilà, c'est un enjeu. Éric Piolle, qui sera l'invité du QG politique sur le week-end du 23 juin. Merci d'être beaucoup, venu merci sur à le vous. plateau de Télé Grenoble.